Coucou Rachel, Coucou Emeline. j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce 5e épisode et ce 2e épisode ici chez Solario Place. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet assez profond. De base, on était parti pour un sujet plutôt léger. Et en fait, finalement, ce sujet nous a appelés. Donc, on va vous parler de la nuit noire de l'âme, ce passage douloureux qui permet la renaissance intérieure. Alors du coup, c'est un sujet qui nous touche et qui me touche particulièrement parce que la nuit noire de l'âme, j'en ai connu une et vraiment, en préparant ce sujet, j'avais déjà les larmes aux yeux et comme je te disais Emeline tout à l'heure, je pense que ce sujet va être vraiment très émotionnel pour nous parce que c'est vraiment quelque chose qui se ressent et qui se vit et je pense que toi aussi tu en as vécu une. Donc justement, je voulais vous demander si vous avez déjà vécu une période où tout semblait s'effondrer autour de vous ou si vous aviez l'impression que votre lumière intérieure était en train de s'éteindre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, Emeline? Oui, et je pense que c'est pour ça qu'on aborde ce sujet aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet qui nous a touchés très personnellement et dans laquelle on a vraiment vécu une expérience humaine et spirituelle. Donc oui, j'en ai déjà vécu une. On part pour la petite histoire là? Vas-y, tu peux y aller. Allez, ça marche. À mes 20 ans, j'ai décidé de commencer une thérapie parce que je comprenais que j'avais pas toutes les clés en moi et que j'avais besoin d'avoir un accompagnement pour soigner toutes les blessures que j'avais. Et j'en avais un bon paquet. Et donc, en fait, dans ce chemin de la guérison, j'ai décidé de reprendre contact, enfin en tout cas de prendre contact avec mon père biologique. On m'a dit que c'était un homme qui m'avait abandonnée, qui ne voulait pas du tout de moi, qui voulait même me tuer quand il a su que ma mère était enceinte. En fait, il y a vraiment eu une construction dans l'enfance où on m'a conditionnée sur le fait que c'était une personne déjà très, très mauvaise, Mmh. qui n'avait aucun point positif et qui surtout ne voulait pas de moi. Donc déjà, dans le conditionnement, on grandit dans le fait que on n'était pas voulu. Ouais. J'ai pris contact avec mon père biologique pendant ma thérapie pour le rencontrer et avoir les réponses à mes questions. Parce que je savais que dans mon parcours familial, il me manquait des briques. À quel moment, du coup, tu as décidé de reprendre contact? Donc tu disais pendant ta thérapie, OK, mais qu'est-ce qui a été le déclic peut-être pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment précis, tu t'es dit: «Bah, finalement, j'ai envie de comprendre par moi-même ce qui s'est passé et pas forcément croire ce qui m'a été dit et ce qui m'a été avancé, en fait, à son sujet»? En fait, je pense que ça a été un très, très long processus par lequel je suis passée parce que depuis que je suis enfant, c'est une personne que je détestais. Je l'ai détestée profondément jusqu'à me dire: «Si la personne meurt en face de moi, ça ne me fera rien». OK. J'avais vraiment une profonde, profonde, profonde colère pour cet homme et donc en fait, quand je suis allée en thérapie, on a travaillé évidemment sur les figures parentales et en fait, le manque paternel est arrivé extrêmement vite Oui. dans la thérapie. 1 an après, j'ai décidé de prendre contact avec mon père biologique. Oui, 1 an après le début de ma thérapie. D'accord, OK. Et quelle a été sa réaction, du coup? Il s'est senti comment quand, tu as repris contact avec lui? Je suis Et hyper curieuse, du coup. bah, en fait, en thérapie, j'avais fait toutes les éventualités possibles pour anticiper la douleur, en fait. Le fait que, par exemple, il puisse ne pas accepter de prendre contact avec moi. Ah Étant oui? donné que moi, j'avais eu cette version comme quoi je n'étais pas voulue, bah, en fait, pour moi, il fallait que je me mette devant l'éventualité qu'il ne veuille pas me rencontrer et qu'il ne veuille pas me donner les réponses que j'avais besoin. Oui, donc finalement, en fait, il fallait que tu sois prête aussi à toute éventualité. À l'éventualité qu'il soit OK de te rencontrer, mais aussi à l'éventualité que, encore une fois, il fuit peut-être ton contact et ta rencontre. Exactement. Je pense que la thérapie est vraiment un cadre sécurisant. Quand on traverse ce genre de choses vraiment difficiles pour l'âme, enfin, c'est vraiment déstabilisant. Et donc, du coup, j'avais fait ces éventualités sur le fait qu'il puisse ne pas vouloir me rencontrer. Et finalement, ben, en fait, il était extrêmement heureux. Et ça a été vraiment la nouvelle de sa vie, finalement, que je prenne contact et que je lui demande de venir. Ben, je crois que moins d'une semaine après, il était à Toulon. D'accord. Qu'il habite en Bretagne. C'est lui qui a voulu faire le déplacement parce que moi, du coup, je m'étais préparée aussi au fait d'aller en Bretagne parce que du coup, c'était moi qui demandais à le rencontrer et finalement, c'est lui qui est venu. Et lui n'a jamais essayé de rentrer en contact avec toi? Il connaissait ton existence? En fait, quand on s'est rencontrés, du coup, je lui ai posé énormément de questions et en fait, j'ai appris qu'il avait pris contact auprès de ma famille. J'ai jamais eu ces informations-là. OK. Voilà, elles sont jamais parvenues. Mais la nuit noire de l'âme, elle n'est pas apparue sur le fait de le rencontrer. Mmh. Elle est arrivée sur le fait que j'ai annoncé à mes parents, donc à mon père adoptif et ma mère biologique, que j'allais le rencontrer. Parce qu'ils m'ont toujours dit aussi, depuis que je suis enfant, que c'est un passage de ma vie qui est peut-être même inévitable et que j'avais besoin aussi de le rencontrer. Et donc, quand je leur ai annoncé que j'allais le rencontrer, j'ai vécu un abandon, mais un abandon comme j'en ai jamais vécu. Ils m'ont tourné le dos. Ma mère m'a humiliée, m'a détestée, m'a reproché que je mettais du désordre en fait dans leur sphère familiale. Et mon père adoptif,
m'a tourné le dos aussi. Et en fait, c'est la période de ma vie où je pense j'ai eu le plus besoin qu'on me prenne dans les bras, qu'on me réconforte et qu'on me dise ça va aller, Meline. C'est pas de ta faute déjà, tout ça. Et en fait, le fait qu'on m'enlève cette main, qu'on m'enlève ces bras, qu'on m'enlève ces mots, qu'on m'enlève ce soutien, cette présence, j'ai cru que je vivais une dépression. Ça n'avait rien d'une dépression. En fait, c'était la nuit noire de l'âme, en fait, finalement. Pour moi, la terre tournait dans l'autre sens. Plus rien n'avait de sens. Je regardais ma famille en me disant « Et qui ils sont, en fait ?» Je me regardais moi, je me disais qui je suis, pourquoi je suis là, etc. Mais c'est très juste ce que tu dis et on va peut-être rebondir parce que peut-être qu'il y a des auditeurs qui savent pas ce que c'est en fait une nuit noire de l'âme et je pense que c'est très juste peut-être de leur expliquer ce que c'est parce qu'on a peut-être l'impression que ça ressemble à une dépression mais en fait pas du tout. C'est clairement pour moi, je vais le résumer en quelques mots, c'est une perte d'identité profonde. Exactement. C'est-à-dire que, enfin je sais pas ce que tu en penses C'est Émilie, exactement ça. moi, vraiment, ça a été une perte d'identité. C'est-à-dire que je suis venue, en fait, c'est comme si je le visualise en fait très bien, hein, la nuit noire de l'âme, c'est on m'a pris, on m'a enlevé toute ma couche que j'avais sur moi, hop, on enlève, tu te retrouves toute nue, et maintenant il faut que tu te reconstruises par rapport à ça. Et en fait, c'est vraiment une crise existentielle, c'est vraiment un vide émotionnel, un ressenti. Notre flamme, en fait, intérieure, elle s'éteint petit à petit. Tout s'éteint. La lumière entière s'éteint. Tout s'éteint, le monde autour de toi s'éteint, tout n'a, enfin, rien n'a de sens. C'est vraiment un moment de néant, de vide, mais en même temps, c'est aussi le moment où c'est qu'on peut puiser dans nos ressources les plus profondes, je trouve. Je sais pas toi, hein, mais moi, c'est vraiment comme je l'ai ressenti. Sur le moment, je sentais que tout était anéanti autour de moi, mais après, avec ça, je me dis, à ce moment-là, j'ai eu une force et un courage intérieur qui étaient mais inébranlables. Je pense qu'il faut aussi se dire que ça nous permet d'identifier notre résilience, comme tu le dis Rachel, de vraiment l'identifier et la reconnaître, de la voir pour la première fois, de se dire à quel point on est résilient et à quel point on a une force intérieure qui est inébranlable. Mais je pense que si on a au moins une personne qui est derrière nous et qui nous soutient sans condition, je pense que c'est aussi ressourçant dans ce genre de situation. Alors, je pense aussi, mais je pense que du coup, ce serait pas vécu de la même manière. Ah, tu penses? Oui, que je pense qu'on n'en parle pas suffisamment de ces périodes-là, mais c'est vraiment une période de transformation profonde où on a l'impression qu'on est obligé de tout perdre pour tout reconstruire, mais que si j'avais passé avec quelqu'un qui me tenait la main à ce moment-là, je l'aurais pas affronté de la même manière. Je peux comprendre. Moi, j'ai eu Yann à mes côtés et je pense que si j'avais pas eu Yann, je pense que je me serais ôté la vie. Ce passage dans l'ombre si sombre que même quand on a un grand soleil dehors, on se dit il fait nuit. Moi, en tout cas, je sais pas si j'aurais eu la force de le vivre vraiment toute seule. C'est hyper intéressant du coup qu'on puisse échanger parce qu'on a des ressentis qui sont complètement différents en fonction de nos parcours et de nos expériences. Et bien évidemment que toi, ton histoire est quand même aussi particulière. Connaître ton père biologique assez tardivement, avoir plein de secrets aussi, enfin voilà, des choses qui t'ont été cachées aussi. Donc je pense que toi aussi, tu avais donc ta propre nuit noire de l'âme à expérimenter, mais aussi tout ce côté en fait blessure, trauma, la rencontre aussi avec ton père. Enfin, t'imagines à 21 ans, tu rencontres ton père biologique. Enfin, c'est encore une fois un traumatisme, un choc, quelque chose qui vient encore t'impacter, tu vois. Donc, je peux comprendre que oui, toi, à ce moment-là, si tu avais pas eu ce soutien, bien évidemment que oui, ça devait être très douloureux. Parce que même quand je prenais la voiture, je me souviens, je priais pour qu'on me rentre dedans parce que j'avais pas cette force de le faire et j'avais envie qu'on m'ôte la vie. Parce qu'en fait, je me disais à quoi ça sert? À quoi je sers? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis sur cette terre? Parce que j'ai toujours compris depuis petite qu'on avait une mission de vie. Pour moi, je pense on est avec une mission, on est avec quelque chose qui doit se réaliser dans notre vie et pour laquelle on est fait. Et en fait, cette période-là, elle m'a fait perdre toute mon identité et toute la raison pour laquelle j'étais sur cette terre. Donc du coup, je me suis clairement dit, il n'y a plus besoin d'être sur cette terre et la chose la plus facile à faire, c'est de sauter la vie. Mais je pense que tu as raison, il y a des phases qui sont plus... Je sais pas si le mot facile, c'est le mot, parce qu'en fait, je pense qu'une nuit noire de l'âme, n'importe qui vit cette situation. Je déteste les personnes qui disent moi c'est plus dur ou toi c'est plus facile. Ah ouais, j'ai horreur de ça moi aussi. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles on est accompagné, on est soutenu et d'autres non. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard sur le fait qu'on a des personnes qui nous soutiennent ou non. Il y a des personnes qui nous tournent le dos ou non. Je pense qu'il n'y a pas de hasard là-dedans. Quand on traverse ce genre de situation, s'il y a un soutien qui nous est proposé par l'univers et par lequel on ne peut pas passer à côté, je pense qu'il faut l'accepter et le prendre avec soi. Et quand on n'a pas de soutien,
Il faut aussi se dire: «Ben, c'est ce que l'univers me propose aujourd'hui et c'est comme ça que je vais traverser cette phase existentielle». Mais je suis tout à fait d'accord avec toi et en même temps que tu parles, je me remémore en fait, moi, ces périodes-là, ces périodes qui ont été vraiment très, très sombres, très, très dures aussi pour moi. Ça a été vraiment des périodes qui ont été très compliquées et c'est encore récent, hein, parce que moi, c'était, 2022-2023 donc ça reste quand même, assez récent. Je t'écoutais parler, je me disais que nous aussi, on a cette capacité, encore une fois, à se mettre aussi même des masques, même durant cette période-là. Je me vois à ce moment précis dans ma vie comme j'étais au plus mal et quand je sortais de chez moi, personne ne savait rien. La même chose que toi. Mais vraiment. Et tu vois, je savais que Tu veux nous la raconter cette histoire? ouais, je savais que j'allais pleurer, c'était sûr. Alors attends, je sais pas si je vais y arriver parce que du coup, je suis très, très, très émue parce que je me rends compte en fait du chemin que j'ai parcouru et dans le néant dans lequel j'étais, dans ce trou noir vraiment dans lequel j'étais et comme je suis là maintenant à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, je me dis mais c'est juste merveilleux et pour moi ça a été un cadeau, même si ça a été compliqué pendant cette période-là de traverser. Vraiment, cette traversée, elle a été hyper compliquée. Pour tout vous expliquer, ça a commencé du coup en 2022. Déjà 2021, ça allait pas très bien dans mon couple. Je faisais celle qui passait l'éponge, comme si tout allait bien. Et 2022, c'est là où ça a commencé en fait dans ma vie perso, ça allait pas. Et ce qui est assez rigolo, c'est que c'est l'année où Sushi est arrivé dans ma vie. Sushi, c'est mon chien. Mmh. Je suis très émue de raconter ça. Et ce qui est rigolo, c'est que finalement, ça a été l'année la plus horrible de ma vie, mais en même temps l'année la plus belle, parce que c'est l'année où mon chien est arrivé dans ma vie. Et il m'a énormément aidée aussi dans ce chemin de guérison. Et 2022, vraiment, j'ai eu l'impression que je perdais tout sens à ma vie, tout intérêt. Je voyais plus de lumière, je voyais rien. J'étais en mode pilote automatique. J'allais travailler. J'étais à l'époque responsable de secteur. Et je me levais le matin. Je discutais de manière très superficielle avec Florian. J'allais travailler, je faisais mon travail. En mode pilote automatique, routine. Je rentrais chez moi le Mmh. soir, je pleurais. Et en fait, c'est à ce moment-là aussi qu'avec Florian, ça allait pas du tout. Donc lui, il sortait, il s'était fait des amis beaucoup plus jeunes que lui. Donc il sortait très souvent, très régulièrement. Il me laissait à la maison alors que j'étais au bout de ma vie et que j'étais enfin, vraiment dans une situation émotionnelle chaotique. Et en fait, oui, pendant cette période, j'en ai voulu parce que j'aurais aimé qu'il soit là. Mais finalement, maintenant, avec du recul, je le remercie parce que j'aurais pas traversé cette période de la même manière. Et je me dis qu'en fait, tout à l'heure, tu disais qu'on est né avec une mission. Moi, je vais même aller plus loin. Et je vais même aller plus loin dans mon discours. Pour moi, on a choisi aussi notre famille dans laquelle on s'est incarné. On a choisi aussi les blessures émotionnelles auxquelles on va être confronté dans notre vie. Et moi, je devais absolument, par-dessus tout, être confrontée à cette blessure d'abandon. Je devais régler quelque chose de l'ordre du karmique, de l'ordre d'une vie antérieure, et je devais régler ça. Mais quand ça m'est arrivé en 2022, j'en avais pas conscience de ça encore, tu vois. Je l'ai compris vraiment en 2022, quand j'ai rencontré une personne qui m'a fait comprendre ça, finalement, tu vois. Et donc, du coup, la relation avec Florian s'est dégradée, ma vie pro pareil, je sentais qu'il y avait plus de sens dans ce que je faisais. J'allais travailler, mais je trouvais plus aucun intérêt. Vraiment, ma vie était réduite, en fait, à pleurer, aller travailler, être en mode pilote automatique, sauf que je montrais rien à mon entourage, je montrais rien à mes amis, je montrais rien à personne, c'était tout dans ma maison. C'est-à-dire que quand j'étais dans ma maison, je me lâchais, je pleurais, j'écrivais, voilà, j'étais vraiment dans ma bulle. Et quand je fermais la porte, ben, rien ne laissait transparaître. Donc on s'est séparés en juillet 2022. Et c'est là, en fait, où j'ai compris que j'avais du courage, que j'avais de la résilience et que c'était ce moment précis qui allait me faire changer et qui allait me faire évoluer, qui allait m'éveiller en fait finalement et qui allait me reconnecter à qui j'étais. Et en fait, je me revois, je me souviendrai toujours, c'était le lundi 18 juillet. Je rentre du travail, je fais mes affaires et Flo était allongé sur le canapé avec Sushi. Et en fait, là, je prends mes affaires et je lui dis je m'en vais. Et en fait, il est resté tellement choqué qu'il m'a rien dit. Je pensais qu'il allait me retenir, il ne m'a pas retenu. Et donc en fait, j'ai fermé la porte et je suis partie chez mes parents. Ça a été la décision la plus dure de toute ma vie parce que je me dis, là en fait, je laisse derrière moi 10 ans de relation, je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est indispensable, voire même vital pour moi, au vu de la situation dans laquelle j'étais. Donc je suis retournée chez mes parents pendant du coup une semaine. Et comme on avait Sushi, on avait l'appartement, on avait dit qu'on ferait une semaine chacun dans l'appartement. Et donc on est resté comme ça pendant 1 mois et demi. Je suis sortie avec des copines, j'ai appris à me reconnecter aussi à moi, à ce que j'avais envie, à qui j'étais finalement tout simplement. Parce que j'ai toujours grandi accompagnée de quelqu'un. Et c'était la première fois que je me retrouvais seule finalement, tu vois. Et donc, je devais être confrontée à mon propre reflet, à ma propre image, à ma propre compagnie finalement. Et donc, du coup, après ça, j'ai pris la décision de me faire accompagner. Toute première fois de toute ma vie que je décide d'aller voir quelqu'un. Donc c'est Carole, donc c'est ma thérapeute qui me suit encore à l'heure d'aujourd'hui, qui est énergéticienne. Et là, j'ai dit, je pense que là, c'est le moment. Et là, j'y suis allée.
C'était le 28 juillet, et je me souviens de toutes les dates. Le 28 juillet, je vais au rendez-vous, je rentre chez moi, j'éteins mon téléphone, je m'enferme toute l'après-midi. Je ne voulais parler à personne, voir personne. C'était un des moments les plus libérateurs, je pense, de toute ma vie, cette première séance. Vraiment, on est venu mettre des mots, on est venu mettre de la lumière à certains endroits qui demandaient juste à être éclairés, en fait. Et là a commencé tout ce processus de reconstruction, de reconnexion, de, encore une fois, mettre de la lumière sur qui j'étais. Donc, en fait, vraiment, quand je parle de nuit noire de l'âme, moi, j'ai vraiment passé plusieurs mois, voire un an, dans une période vraiment de profonde tristesse, de profonde mélancolie. Rien ne me fait sens pour moi, en fait. C'est hyper dur à vous parler sur cet épisode parce qu'en fait, les mots sont hyper durs à poser sur des situations. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Emeline, mais c'est hyper dur à poser des mots sur des ressentis profonds et aussi profonds que ceux-là, en fait, tu Oui, vois. c'est difficile à exprimer. Bon, déjà, je pense que je sais pas si toi, t'avais déjà posé des mots dessus. Moi, je disais dépression. J'avais jamais vraiment posé des mots sur cette phase de ma vie. Donc du coup, pour continuer, en fait, moi après donc 2022, c'est là où ça a été vraiment l'élément déclencheur où j'ai décidé là, en fait, je me suis dit: «Je suis tellement dans une profonde tristesse que j'ai besoin d'aide, en fait. J'ai besoin d'une main tendue». C'est la première fois aussi que j'osais me montrer vulnérable auprès de mes parents. Personne ne savait rien, j'allais travailler, personne ne savait rien de mes histoires avec Florian, de la période dans laquelle j'étais, enfin la période que je traversais, en fait. Tu t'imagines bien toutes les couches, tous les masques que j'ai dû mettre parce qu'en fait, je suis dans une période de profonde tristesse, de perte de sens, de quête de sens de qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis venue faire finalement sur Terre. Au final, je continue à travailler, je continue à faire bonne figure quand je sors avec mes amis, quand je vais chez ma belle famille, quand je vais chez mes parents. Et là, ce jour-là, j'appelle ma mère et je lui dis, ben, maman, ça va pas en fait, ça fait plusieurs mois que ça va pas, mais je peux pas vous en vouloir parce qu'en fait, je vous ai rien montré et j'ai rien laissé transparaître. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, à ce moment-là, je pense que c'est important de se dire que peut-être on a besoin d'une oreille, d'une main, recevoir un mot, une phrase, tu vois, juste un geste qui permettrait en fait juste de venir apaiser l'intensité de cette phase qui est juste terrible en fait, vraiment. Elle est à la fois terrible et à la fois nécessaire Mmh. pour renaître. Et je pense que c'est, comme tu le dis si bien, en enlevant toutes les couches de l'ego, de l'identité d'une personne, qu'on reconstruit couche par couche, année après année, la personne qu'on est réellement au fond de soi. Moi, je sais que j'ai dû dire au revoir à la petite fille qu'on posait sur un canapé et qu'on disait voilà, Emeline, tu ne bouges pas de là, tu es sage, tu te tais. Et encore aujourd'hui, c'est très difficile pour moi de porter ma voix, de porter mes opinions, parce que bah voilà, il y a aussi un conditionnement familial. Et ça a été très très difficile de se reconstruire après ça. Mais même pour moi, la phase spirituelle, elle est née à ce moment-là. Moi, le mot spirituel est entré dans ma vie à ce moment-là. Et je pense que cette crise existentielle, qu'elle existe à 40 ans ou à 20 ans, elle est nécessaire pour naître. Je sais pas encore si on en vit plusieurs, ou je pense finalement qu'on peut en vivre une énorme et après plusieurs autres. Mais je pense que il faut aussi se dire qu'elle peut naître sur plusieurs raisons. Le fait qu'on ait un décès, qu'on ait un burn-out, qu'on ait une séparation, ou même une accumulation, comme tu le dis, de choses qu'on prend sur soi et qu'on n'arrive jamais à exprimer en dehors de chez soi. Bah en fait, c'est ça qui nous mène à cette nuit noire de l'âme et à cette reconstruction de soi. Mais finalement, moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait quand je t'entends parler, c'est cette accumulation en fait que j'ai gardée, que j'ai rien laissé transparaître et que je n'ai pas verbalisé et sorti. À un moment donné, mon âme en fait criait à l'aide. C'était soit en fait je réagissais et il se passait quelque chose pour moi, soit mon corps physique, je pense que là c'était la dimension physique qui allait en être attaquée en fait finalement, tu vois. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que tu sais pas si on peut vivre plusieurs nuits noires de l'âme. Moi, je pense même, et j'irai encore plus loin aussi, que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse des nuits noires de l'âme. D'accord. En fait, je pense qu'il y a des âmes qui sont là pour grandir et qui sont là, en fait, qui se sont incarnées sur Terre pour grandir et pour évoluer. Et cette nuit noire de l'âme est là pour ça, en fait, pour nous permettre d'avoir cet éveil, cette prise de conscience. En tout cas, je parle en mon nom, voilà, en ma personne. Et il y a des gens qui se sont incarnés juste pour vivre une vie tranquille. Donc peut-être qu'ils ne connaîtront jamais de nuit noire de l'âme, tu vois. En tout cas, moi, c'est ma croyance. Oui. Et je suis convaincue, au plus j'avance dans ma spiritualité, au plus je me rends compte que oui, pour moi, ma croyance, elle est comme ça. Il y a des âmes, il y a des personnes qui sont là pour vivre une vie tranquille et qui ne sont pas là pour connaître en fait cette perte et cette reconstruction derrière, finalement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des âmes qui sont là pour se transformer et transformer d'autres personnes. Et il y en a d'autres qui sont ni là pour se transformer, ni là pour transformer les autres. Et c'est ok aussi en fait. Oui, carrément. Et je pense que du coup, nous, on fait partie de ces âmes-là qui
On subit une transformation. C'est ça, qui ont vraiment subi un truc, mais horrible. C'était nécessaire pour nous et moi, je le vois à l'heure d'aujourd'hui avec toutes les expériences qui m'arrivent, avec l'activité que j'exerce aussi actuellement. Je me rends compte que cette phase-là, finalement, c'est mon socle. En fait, c'est ma base pour moi. Tu vois, c'est ma base maintenant que je l'ai traversée, que je l'ai acceptée, que je l'ai conscientisée, que je l'ai réparée. Mmh. Maintenant, pour moi, c'est mon socle, c'est ma base de transmission, en fait. Ta deuxième naissance finalement. Exactement. Mmh. C'est ma renaissance, en fait, finalement. Et je me dis que oui, en fait, on est guidé et il y a des choses là-haut qui se passent. Et quand on n'est pas sur le bon chemin, à un moment donné, en fait, je n'étais pas sur le bon chemin et on est venu m'alerter. Sauf que les alertes, je ne les ai pas saisies. Je commençais, moi, à avoir des douleurs physiques. J'avais des douleurs au dos, des sciatiques, alors que j'avais 25 ans. Mmh. J'avais des douleurs aux chevilles. Je pouvais plus avancer. Le matin, je me levais, ma cheville était bloquée. Donc, tu vois, c'est quand même 2 éléments qui sont quand même assez forts, Ouais. tu vois. Je le savais, hein, je le sentais, j'avais mal, j'avais des douleurs, mais j'étais pas encore dans cette dimension spirituelle, dans cette dimension de s'écouter, puisque j'étais encore en mode pilote automatique. Donc, finalement, en fait, vu que j'écoutais pas ces signaux qui m'ont été apportés, il fallait bien me le faire comprendre d'une autre manière. Ouais. L'univers t'a proposé un chemin que tu ne pouvais pas refuser. Exactement. Et qu'il fallait que je traverse pour le coup. Et maintenant, je remercie et je me remercie d'avoir traversé ce chemin. Mmh. Parce que ça me permet maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, d'être là sur un canapé à vous parler de mon parcours et à vous expliquer mon cheminement pour que vous puissiez, vous aussi, vous sentir écouté, entendu, épaulé, soutenu. Moi, ça m'a permis vraiment de renaître, comme tu le dis, de naître véritablement dans un corps et dans un esprit qui était moi, mais pas juste dans la couche super loin, même dans la couche extérieure en fait. Et j'ai eu beaucoup de mal aussi à séparer cette ancienne Emmeline et cette nouvelle Emmeline par rapport aux proches. Les gens qui me connaissaient, qui me connaissent, ma famille, les amis, etc., la belle famille ou peu importe, les gens du travail aussi. Les gens ont du mal avec «Mais attends, Emeline, tu comme ça, t'es toujours comme ça». Tu sais, de mettre les gens dans les Mmh. cases et de dire, «Tu peux pas, changer du jour au lendemain comme ça». Alors qu'en fait, quand il y a des transformations aussi difficiles et aussi du coup, intenses dans la transformation, je pense qu'il faut aussi se mettre à jour sur, les personnes et se dire qu'elles peuvent changer. Je pense qu'il y a beaucoup de stigmates sur le fait de mettre une personne dans une case, de la définir telle qu'elle pourrait être. Donc par exemple, moi ça a été, hypersensible, impulsive et cetera et les gens ont du mal à enlever l'image des gens ou enfin je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire, oui, je Rachel? comprends tout à fait. Sur le fait de se mettre à jour et d'arrêter de constamment garder une personne dans une case et d'arrêter en fait de mettre des étiquettes et de la laisser avec ces étiquettes sur le front, alors qu'elle peut évoluer et changer. Carrément. Et puis, tu sais, moi, il y a un mot que j'aime pas trop, mais qu'on utilise, enfin, que tu utilises et que j'utilise aussi, donc c'est pas du tout une remarque, hein, mais ce mot changer, finalement. J'aimerais juste qu'on revienne sur ce mot, en fait, le fait de changer. T'as changé, Rachel. T'es plus comme avant. Putain, mais Rachel, t'as changé, hein. Maintenant, t'es sur les réseaux, t'es influenceuse. Putain, t'as changé, hein. Ça veut dire quoi, en fait, t'as changé? Pour moi, t'as changé, c'est pas ça. C'est en fait, avant, j'étais comme on voulait que je sois. Exactement. Avant, j'étais comme on voulait que je sois, avec les étiquettes, mes conditionnements, mes blessures, l'image que mes parents, ma famille, mon entourage, mes amis avaient de moi. Maintenant, je suis comme moi j'ai envie d'être. Et je suis qui je suis, moi, dans mon plus profond intérieur, en fait, finalement, tu vois. Et cette transition et cette nuit noire de l'âme permet ça, en fait. Permet cette reconnexion à soi, parce qu'on est clairement sur une perte d'identité. Moi, cette perte d'identité, elle a été notable. Ça fait que très, très récemment, que quelques mois, que maintenant, je me familiarise avec ma nouvelle identité et, en fait, avec qui je suis profondément. Parce qu'en fait, on est tellement bridé, on est tellement stigmatisé, on a tellement d'étiquettes. Et moi, des étiquettes, j'en avais, je peux te le dire, que, en fait, maintenant, de me retrouver sans tout ça, c'est comme si tu te retrouves un peu nu finalement et tu te dis, mais maintenant la toile elle est vierge et qu'est-ce que je fais? Comment je m'habille en fait finalement, tu vois? Et ça, c'est quelque chose quand même, une période quand même qui est compliquée, qui est aussi, je sais pas, c'est pas le mot compliqué que je veux dire, mais il faut la passer quoi, cette étape de la reconnaissance de cette identité, de se dire, ben, je ne suis plus celle que j'étais avant, je sais pas encore qui je veux être. Et tu sais, cette transition au milieu de j'ai un peu mes travers qui reviennent, mais finalement, j'ai quand même envie d'y aller, tu vois. Et je pense que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, à 90%, je peux dire que je suis dans ma nouvelle identité. Dans le sens où je commence à incarner pleinement qui je veux être selon moi, selon mon propre regard à moi. Mais ça a été vraiment un cheminement qui a été long, 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 long. Oui, moi j'y suis pas le chargement est encore en cours, hein.
Encore en cours de téléchargement. Et puis aussi, chaque histoire, chaque chemin est différent. Il y a des choses qui vont faire sens, d'autres non. Il y a des choses qui vont aller plus vite chez des uns, moins vite chez les autres. Et en fait, je pense que c'est juste OK. Et en fait, cette nuit noire de l'âme permet vraiment de se reconnecter finalement à sa mission de vie, comme tu le disais aussi justement tout à l'heure, Emeline. La mission de vie, c'est quelque chose qui est très important. Et je pense que cette période-là permet ça, en fait, permet vraiment de venir identifier, de venir se reconnecter à son moi profond et venir comprendre en fait pourquoi on est là en fait. J'aimerais aussi revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Emeline, sur le fait de tu t'es dit pourquoi en fait une nuit noire de l'âme, elle arrive en fait dans notre vie et tu as partagé aussi les événements assez tragiques qui peuvent nous arriver dans une vie et moi j'aimerais partager aussi quelque chose qui m'est arrivé. En 2023, j'ai connu 2 décès assez tragiques dans ma famille et notamment un qui m'a vraiment marqué plus. En février 2023, j'ai perdu ma tante, la sœur de ma mère, la sœur aînée de ma mère, assez brutalement. Et ce jour-là, elle était avec son auxiliaire de vie et en fait, elle a pris son goûter, elle s'est étouffée, elle n'a pas pu être réanimée. Et moi, ce jour-là, je partais en week-end à Lyon avec Florian parce qu'en fait, elle est décédée le 10 février 2023 et nous, notre anniversaire de rencontre avec Florian, c'est le 9 février. Et du coup, on partait à Lyon pour le week-end et là, j'étais en train de conduire et ma mère qui m'appelle et qui me dit Rachel, Rachel, je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Et Florian était à côté, il me dit je suis sûre c'est ta grand-mère, tu vois. Et là, elle me dit Tati, elle est décédée. Et là, je dis: «Quoi?» Et en fait, à ce moment-là, j'ai un trou noir, genre je vois plus rien, vraiment. J'ai le néant et Flo, il me dit: «Mets-toi sur le côté et tout, je prends la voiture et tout». Et en fait, là, la mère m'explique que ma tante s'est étouffée, qu'ils n'ont pas pu la réanimer et ça a été hyper brutal parce qu'en fait, je me suis dit: «Finalement, elle est morte étouffée». La gorge, ça a quand même une signification. C'est aussi qu'est-ce qu'on ne veut pas dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire et en fait, elle est morte étouffée dans des conditions atroces et là, en fait, je me suis dit: «Mais mon Dieu, Rachel, est-ce que tu as envie de continuer à vivre en te cachant toujours, en refoulant tes émotions, en restant réfrénée dans ce que tu es, en portant ce masque aussi finalement de fille forte et en ne voulant rien dire? Ou est-ce que finalement, là, ce qu'on vient de te montrer avec ce décès-là de ta tante qui est très brutal et très tragique et vraiment qui m'a très impactée, j'ai dû être suivie par la suite. En fait, je me suis dit à ce moment-là, c'est ce moment précis qui a marqué vraiment en fait le point de départ de toute la suite, de toute ma connexion à ma spiritualité, de tout mon intérêt que j'ai eu pour tout ce qui est transgénérationnel, de tous ces accompagnements finalement d'introspection parce que je me dis finalement, elle est décédée dans des conditions qui étaient atroces. Certes, son âme a choisi ce décès-là, ok, je suis ok avec ça, il n'y a pas de souci. Mais sur le moment présent, quand ça t'arrive à toi et que le décès se présente à toi de cette manière-là, tu te dis, waouh, ok, ça peut arriver si vite en fait. Tu vois, on t'appelle, on te dit, Tati, elle est décédée en fait, tu vois. Et après coup, quand j'ai été suivie par une thérapeute en EMDR, on est venu travailler justement sur ça, sur le fait que, ben, mine de rien, ben, comme je te disais, la gorge, c'est aussi pas anodin, tu vois. Donc pourquoi maintenant, moi, je m'intéresse à tout ça aussi. Et ça a vraiment créé une ouverture. Maintenant, avec du recul, je vois vraiment comme si ma tante, en fait, m'a ouvert la porte à un autre monde, à ce monde-là de la spiritualité, de la connaissance de soi, que peut-être elle n'a pas pu et qu'elle est décédée dans des atroces souffrances. Et finalement, moi, maintenant, j'ai cette mission, non pas pour elle, mais pour moi et pour toutes les personnes en fait qui auraient envie d'être accompagnées, parce que je pense pour moi que finalement la libération de la parole, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Et moi, ma tante en fait ne parlait jamais. Elle a beaucoup intériorisé énormément de choses et finalement, ben, elle est décédée étouffée, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment une période qui a vraiment marqué, je te dis, cette transition, elle a été vraiment faite à ce moment-là parce que c'est vraiment un événement qui est venu me chambouler dans tout mon être. Et décembre 2023 également, j'ai perdu le plus petit frère de mon père, 44 ans. Il s'est suicidé. Pareil, parcours de vie très compliqué. En fait, mes grands-parents n'étaient pas ses parents. Il a été adopté par mes grands-parents. Et toute sa vie, il a cherché en fait à savoir Qui il était. qui il était. Quelles sont ses racines. Exactement. Et voilà, je le savais. On l'a du coup. Et en fait, je me dis que c'est tellement important de parler, de comprendre. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes personnes. Les gens, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Oui. Mais juste se dire que on peut pas laisser des gens dans une détresse comme ça, tu vois. Et moi, mon oncle, vraiment, c'était sa destinée. Il avait déjà tenté plusieurs fois, tu vois, de le faire. Mais je me dis, il est mort finalement sans rien savoir, tu vois. On n'est pas assez informé de ce qui existe en France. On n'est pas assez informé de toutes ces thérapies, ces accompagnements. Et je pense que juste finalement créer des espaces de parole, de libération de la parole, déjà, ça pourrait être énorme, tu vois. Et en fait, moi, ces 2 décès coup sur coup dans ma famille en 2023, ça m'a vraiment remis en mode, ça m'a
réaligner avec ce que j'avais envie et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai à cœur justement de créer, de rassembler, d'accompagner les gens à se libérer sans jugement, sans rien, vraiment avec un prisme qui est neutre, mais juste que les gens puissent venir et déposer certaines choses, tu vois? Parce qu'en fait, c'est tellement important. Moi, j'avais ce combat de démocratiser aussi la psychothérapie. Mmh. Parce qu'on entend beaucoup, «Mais je vais pas aller chez le psy, je suis pas fou». Alors qu'en fait, les névroses humaines nous construisent. On est tous névrosés, on a tous des blessures, on a tous des parcours difficiles. Personne n'est avec une vie parfaite, sans difficulté, sans épreuve et je pense qu'il faudrait que chacun puisse ouvrir la porte, d'un thérapeute, que ce soit un psychothérapeute ou je sais pas, un énergéticien, un kinésiologue, j'en sais rien. Il y a énormément de professions qui permettent de soigner l'âme et le corps et je pense qu'il faut mettre un peu plus sur la voie publique, sur la place publique, ce genre d'accompagnement et de se dire que tout le monde peut guérir, tout le monde peut aller mieux, personne n'a un gros fardeau à porter sur le dos et de ne pas être compris par la société, de ne pas être compris par nos confrères et consoeurs. Et en fait, on peut déposer ce sac et avancer, plus léger en fait. Mmh. Et d'avancer avec, nos démons autour de nous, mais qui arrêtent de nous faire souffrir en fait, tu vois? Et moi, tu vois, pour en revenir aux 2 pertes que j'ai eues dans ma famille, ma tante et mon oncle, du coup, je le ressens vraiment profondément en moi qu'en fait, c'est venu réveiller quelque chose de l'ordre de: j'ai envie maintenant de porter ma voix pour justement, comme tu disais, démocratiser ça, en fait. Je sens que j'ai ce feu en moi et je sens que je suis là aussi pour ça, en fait. Et c'est pour ça que je voulais vraiment parler de ces 2 événements qui ont été quand même des points marquants pour moi. Parce qu'en fait, après avoir connu ma nuit noire de l'âme, donc en 2023, j'y étais encore un peu, mais je commençais quand même tout juste à en sortir. Et là, tu vois, c'est comme si en fait leur décès est venu en fait me réaligner et me dire wow, ok. En fait, je pense qu'il y a quelque chose à aller voir là. Il y a quelque chose à aller faire en fait. Il y a quelque chose à aller transmettre. Il y a quelque chose à aller partager. Il y a des espaces à aller créer. Comme si tu avais une transformation intérieure, enfin visée à ta transformation en toi et une seconde transformation pour les autres. Mais c'est exactement comme ça que je le ressens. Et merci du coup de mettre des mots sur ce que je ressens et ce que j'ai vécu. C'est exactement ça. Toute ma période sombre que j'ai vécue, elle était vraiment destinée pour moi, pour venir apaiser, Mmh. pour venir penser certaines choses, certaines blessures, mettre de la lumière dans certaines de mes zones d'ombre. Et c'est comme si finalement ces 2 décès sont venus en fait m'ouvrir la porte Vers l'extérieur. vers l'extérieur et vers cette transmission et vers l'humanité finalement, tu vois? Juste être là pour les autres. Et là maintenant quand je te le dis, ça fait un sens fou et encore ce matin, j'étais en consultation et j'étais juste à ma place en fait, tu vois? Et je me rends compte que ma place, elle est là. Ma place, elle est là pour transmettre au grand public, elle est là pour transmettre au maximum de personnes en fait et de dire que non, vous n'êtes pas fou. Si vous allez voir un thérapeute, si vous allez voir un psy, si vous allez voir un énergéticien, un kinésiologue, peu importe, expérimentez, essayez, faites des choses, essayez, ça peut pas être pire de toute façon. Non. Et faites-vous confiance, choisissez aussi un bon thérapeute avec qui vous avez un bon ressenti. Mmh. N'allez pas sur internet en marquant tout et n'importe Psychologue. quoi, voilà. Mmh. Je pense qu'il faut que ça vienne du bouche à oreille ou quelqu'un que vous connaissez de votre entourage, avec qui vous avez aussi un bon ressenti. Mmh. C'est normal en fait. Non, vous n'êtes pas fou si vous allez voir quelqu'un et que vous faites accompagner. Bien au contraire. Je pense que mon message est passé. J'espère que ça a pu, faire cogiter les consciences un petit peu. Mais en tout cas, je le souhaite et du coup, pour faire le parallèle quand même avec ce sujet, parce que là, on s'est un peu éloigné, mais encore pas du tout, je trouve, parce que finalement, moi, cette nuit noire de l'âme, ça a été, comme on disait, le point de départ pour moi. Et maintenant, je sais que sans cette épreuve-là, j'aurais pas pu ouvrir cette porte à l'humanité, j'aurais pas pu ouvrir cette porte à cet éveil de conscience que j'ai envie d'avoir. Et encore une fois, je suis pas là pour convaincre. Moi, je suis juste là pour exposer, dire des choses, planter des petites graines dans la tête des gens et après ça fait son bout de chemin. Et moi mon chemin il est là en fait, mon chemin il est dans cette transmission. Donc pour terminer cet épisode, je pense qu'on peut résumer ça et mettre une petite note finale sur le fait que si vous vivez ce genre d'expérience humaine, il faut juste être dans l'acceptation, accepter cette douleur, laisser passer aussi les tempêtes et prendre ce qu'il y a à prendre, penser, réfléchir, être en introspection, être vraiment dans le mot de je renais, dans cette renaissance après la mort finalement, la mort de l'ego, la mort de l'âme. Il y a cette renaissance comme un phénix et je pense que accepter cette douleur comme elle arrive, comme elle vient, comme l'univers vous fait ressentir cette énorme douleur psychologique et physique et voilà.
Oui, et puis je pense aussi que c'est, encore une fois, important de préciser que c'est un passage. Mmh. C'est un passage, c'est une étape nécessaire et indispensable et en tout cas, comme vous avez pu le voir dans l'épisode, pour nous, elle a été et elle est encore indispensable et nécessaire pour continuer notre chemin et être alignés clairement avec notre mission de vie. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Nous, il a été très compliqué, en tout cas, je parle en mon nom. Moi, ça a été vraiment quelque chose de très compliqué, même si je suis très ouverte à parler de mon histoire et de mon expérience. C'est vraiment un épisode très vulnérable pour moi, donc ça a été un exercice, voilà, encore un petit peu compliqué, je l'avoue. Mais voilà, on espère qu'en tout cas, cet épisode vous a plu et on se retrouve du coup la semaine prochaine dans ce nouveau studio pour un nouvel épisode. Un peu plus léger, je pense. Ouais, je pense que là, on va un petit peu se calmer, hein, n'est-ce pas? On vous fait plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.